Vous le savez, je parle rarement de dopage sur ma chaîne parce que les médias traditionnels le font très bien et c'est un regard que j'ai décidé de donner différemment au sprint français. Donc je parle moi de travail, de passion, de rigueur, d'inclusion parfois aussi. Mais cette fois, c'est différent parce que c'est un Français, parce que c'est un athlète que j'ai vu courir, que j'ai admiré, qui m'a même presque fait commencer l'athlétisme et plus précisément le sprint. Et aussi parce que son histoire m'a touché. Aujourd'hui, Mamadou Fall sort du silence. Ça faisait plusieurs années déjà qu'on attendait justement ce retour. Il m'a offert l'opportunité du coup d'avoir cette première interview en physique ici avec moi. Il s'est expliqué sur Instagram, il nous a aussi promis des preuves par le passé et on les a jamais vus ressortir. Là aujourd'hui il y a une grosse actualité puisqu'il y a quelques jours Mamadou Fall a annoncé qu'il avait signé au Enhanced Games, les jeux où le dopage est autorisé. On va revenir sur tout, on va revenir sur sa carrière, ses potentielles erreurs, ses choix et surtout ce qu'il compte faire maintenant. Donc merci d'abord Mamadou d'avoir accepté cette interview. Bonjour Mamadou, comment tu vas? Salut Younes. Ça va? Tu vas bien, tranquille? Merci, Comment je t'appelle? Mamadou, Dooms? Dooms, Mamad, comme tu veux. Première question, comment tu vas? Déjà, tout simplement. Très bien. Très bien. Je viens de rentrer des États-Unis là pour voir la famille et prendre l'interview aussi, justement. Pour l'interview, Mamadou Fall, on va revenir sur ton parcours. Tu es né le 25 février 1992 Yes. à Beaumont-sur-Oise, tu dis si je me trompe. C'est ça. Et tu as grandi à Bruyères-sur-Oise, ok? Jusqu'à tes 19 ans, tu as joué au foot. Donc, tu n'as pas un parcours fédéral dans l'athlétisme. Tu n'avais pas forcément d'ambition au départ. Et en 2014, tu as découvert la vitesse un peu par hasard avec des courses organisées entre potes face à des footballeurs pros, entre autres. Et tu gagnes plusieurs fois. Et c'est ton ancien prof de PS, Michel Corneille, qui te repère et qui te pousse à prendre une licence, correct? C'est ça. Donc tu commences l'athlé à 23 ans et ton premier 100 mètres, je l'ai vu, c'était à Sarcelles avec un vent de plus 1,8. Tu l'as couru en 10,90. En 5 ans, ta progression elle est fulgurante. Tu deviens champion de France. En 2020, à Albi, tu deviens pour la première fois champion de France sur le 100 mètres. Et ensuite, tu enchaînes des saisons solides. Première question, quand tu as fait ce chrono 10,90, comment tu t'es senti au départ? En fait, je ne savais pas ce que ça représentait, en vérité. Au niveau du temps, je ne savais pas ce que ça représentait. Moi, le but, c'était de kiffer en famille. Donc, j'ai rempli les tribunes donc, de mes amis d'enfance à Sarcelles, justement. Donc, bordel dans les tribunes. Et j'étais tellement excité, au final, que je fais un faux départ en finale. Et je ne vais plus sortir de la piste. J'ai un scandale, non, parce que je ne sais pas, je ne connais pas en gros vraiment les règles. Donc, je fais un faux départ. Et on me demande de sortir, bref. Et au final, donc, je sors. Donc, je déplace ma famille, pas pour rien, mais pour une course au lieu de... Donc, ouais. Donc je ne savais pas en vrai ce que le chrono représentait, mais c'est après ça, justement, que j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de sollicitations. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je tiens un truc, les gens t'ont dû te dire, ou est-ce que tu t'es dit, c'est de la chance, et finalement, 10,90, peut-être il y avait des conditions. On sait que Sarcelles, c'est une piste qui est très rapide, en plus, il y avait du vent de dos. À ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis concrètement? Au moment de la course, rien. C'est après, il y a Grady, je tiens à le citer, donc Grady qui m'envoie un message sur les réseaux pour me dire qu'il y a un de ses coachs qui serait intéressé par moi. Okay. Donc, ce coach-là en question, c'est Joël Batory, qui a en gros repéré le talent, qui est ensuite, par la suite, donc, a proposé de me coacher à Franconville, mais qui par la suite m'a proposé à Anthony Yaïch. Ok. Donc à ce moment-là, tu signes à l'EFCVO, c'est ça? L'entente Franconville, Sésame Valdoise. C'est ça. Donc en gros, avant tout ça, on a des discussions où moi, justement, j'étais gérant d'un bar avec mes frères à Persan. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter pour me mettre à fond, entre guillemets, dans l'athlétisme. Juste voir ce que je pouvais faire. Donc je me suis dit, j'avais toujours mes parts là-bas, mais c'était, ok, je continue à travailler de temps en temps, mais c'était plus, je me concentre sur l'athlétisme. Et justement, du coup, tu signes avec le FCVO, tu t'entraînes un petit peu avec Joël, puis ensuite avec Anthony Yaïch, c'est ça. Et est-ce que tu te considères un peu comme un mec un peu hors système? Parce que nous, on sait que dans l'athlétisme, t'as les structures, t'as l'épaule. Toi, t'es pas du tout passé par un corps fédéral. Tu t'es un peu... même, t'étais pas vraiment dans un club, tu t'entraînais dans des endroits différents. Est-ce que à ce moment-là, tu te considères comme un mec un peu hors système, ou est-ce que c'est venu un peu naturellement à toi, un peu le chemin des choses? Pas du tout. Moi, en gros, je ne sais pas vraiment, à ce moment-là, je ne sais pas comment l'athlète, je connais pas trop le système fédéral, le système, je sais pas, je connais pas, je comprends pas en fait à ce moment-là. Donc moi, tu t'entraînes avec un coach et c'est tout.
En fait, et si tu es bon, du coup, tu fais des sélections. Donc moi, c'était plus ça à ce moment-là. Et carrément, moi, mes repères à ce moment-là, c'était les athlètes que mon coach a eu auparavant. Donc, Guy Fejanouman, il y avait Guy Gauthier, je crois, de Tremer. Oui. Donc, en gros, c'était plus moi, eux, que je regardais. Donc, c'était un peu tes modèles, entre guillemets, à l'époque. Ouais, c'est ça. Okay. Mais tu connaissais rien presque au monde du sprint, les champions internationaux, les Coupes d'Europe, les championnats du monde, tu regardais pas du coup? Pas du tout. Je sais même pas si j'avais objectif de faire les jeux, etc. Je me rappelle pas. Pour moi, c'était juste cours le plus vite possible après à ce moment-là. Et après, tu vois ce qui se passe. Mais j'avais pas trop d'objectifs. Et tu dis qu'au foot, tu n'étais pas forcément le mec le plus rapide. Je crois que tu avais dit ça en interview. C'était le cas, justement. Enfin, tu as commencé l'athlétisme en venant du foot. Tu n'étais pas forcément le plus rapide. Pas du tout. J'étais pas l'un des plus lents, mais j'étais pas dans les rapides du tout. J'étais nonchalant. Justement, mon problème, c'était que j'étais trop nonchalant. Je bougeais pas. J'étais très technique, propre aussi, mais j'étais là au bon endroit à chaque fois. Mais je distribuais. Mais par contre, lent, j'étais très, très Tu jouais lent. quel rôle, du coup 6. J'ai commencé 10, meneur de jeu, et ensuite récupérateur. Donc okay. Ouais. Ok, à Chantilly, c'est ça? À Chantilly, ouais, c'est ça. À Persan et Chantilly. Ouais. Ok, donc là, tu fais ta première saison, 10-90. Je crois que tu as fait plusieurs sorties en 10 aussi derrière. J'ai vu aussi des 11 quelque part. Ouais, à Joinville, je crois. Ouais, j'ai vu des 11. Donc, tu n'étais pas que en 10 non plus la première saison. J'ai vu d'ailleurs aussi que tu avais fait de l'athlète en 2004-2005 aussi. Sur ta fiche, il y a des sauts en longueur à 4 mètres, des choses comme ça. Ouais, on me l'a sorti, en fait, j'avais oublié. T'avais oublié? C'est pas vraiment l'athlète, c'est l'UNSS, je crois. Ah, l'UNSS. Donc, c'est quand tu es à l'école, tu peux faire du ping-pong, tu peux faire du... Je sais pas, c'est ce genre de truc-là. Ok, donc à ce moment-là, du coup, tu poursuis ton aventure avec Anthony Yaïch, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'entraînais, où est-ce que tu t'entraînais à ce moment-là? Alors, on est en 2019 à ce moment-là, c'est ça? Non, un peu plus tôt, largement plus tôt, 2014-2015, c'est ça? Quand je commence en 2015. 2015. Donc en gros, 2015, je suis avec Anthony Yaïch jusqu'en 2017. Et ouais, c'est ça, pendant ces 2 années, donc je suis à Franconville, je m'entraîne à Franconville tout le temps. Si on peut aller dans les détails, aller de 13h à, je crois, 17h. Donc c'est clairement, je rentre dans un système à l'américaine. Et tu bosses? Et je bosse, ouais. En fait, c'est... Acharné? Ouais, non, laisse tomber, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et moi, le pire, c'est que j'ai arrêté le foot. Tu sais pourquoi j'ai arrêté? Trop d'entraînement? Ouais. Pour de vrai? Mais oui, c'était trop d'entraînement, mais trop d'entraînement sans toucher le ballon. Tu vois? Et du coup, c'est... Tous mes potes, en fait, eux, ils partent. Donc, en fait, il y avait moins ils partent dans des gros clubs. Donc, en fait, il y a moins ce côté où je m'amuse à l'entraînement. Malheureusement, c'était ça à ce moment-là. Et en fait, il y avait beaucoup de prépa physique. Donc, tu cours, tu touches pas le ballon pendant au moins 2 mois. Et ça m'a tué. Ça t'a frustré? Je me suis dit, c'est bon, ça y est. Ouais. Et en fait, au final, je fais quelque chose. Finalement, tu t'entraînais pendant 7 fois par semaine sans toucher un seul ballon. Exactement. Donc, à ce moment-là, tu montes en progression. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes années, là, tes premières années, tes premières saisons? T'exploses, hein. Honnêtement, il y a personne qui t'y attendait. Enfin, je t'ai fait quelque chose qui, en France, très rarement, on avait vu ça. Quelqu'un qui commence aussi fort et qui progresse aussi vite avec des années vraiment fulgurantes. Je crois que tu fais tes années à 10,90, 10,80, 10,70, 10,50, 10,40. Sur les premières années. Ouais. Tu deviens même l'un des meilleurs Français à horizon 2017-2018. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette ascension, tu l'as vécue, toi, de l'intérieur? Des blessures, j'imagine, peut-être? La deuxième année avec Anthony, je me blesse. Okay. Non, les 2 années avec Anthony, je me blesse. En vrai, je me suis blessé à l'Issio. Donc, première année, je passe de 10,90, donc ma première course, sur 100 mètres à l'année d'après, donc je fais 10,40 je crois, donc je passe à 10,40 très rapidement. Ouais, ça vaut en une année. Ensuite, moi j'entends qu'on parle de moi, mais comme je connais personne dans l'athlétisme, comment dire, je peux pas vraiment le comprendre et le sentir. Ouais. Donc en fait, j'ai juste quelques bouts qui viennent à moi de par le coach. Donc voilà. T'es protégé en quelque sorte. Presque. Ouais, je pense qu'il voulait peut-être pas tout me dire. Okay. Donc, il y avait peut-être un engouement, mais j'entendais plus le mauvais côté des choses où on a fait une vidéo avec Anthony qui a fait un peu de bruit où on disait que je voulais être le prochain à courir en moins de 10. Je me souviens de cette vidéo. Voilà. Et du coup, ça l'a... En fait, je crois qu'on l'a mal pris. Et Anthony et moi, du coup, on est peut-être déjà dans cette mentalité de... en fait, tu ne te mets pas de limite. En vérité, il n'y a pas besoin de se mettre de limite ou d'avoir peur de dire ce que tu as envie de faire. Et en fait, c'est là que je l'ai senti que, en fait, ça peut gêner de parler. Mais je ne le voyais pas comme ça à ce moment-là, de base. Et ce n'est pas la dernière fois que tu as annoncé que tu voulais courir en moins de 10 secondes, mais effectivement, c'était la première fois
en vérité, où on voyait, c'était des documentaires qui étaient plutôt bien montés d'ailleurs. Ouais, il y avait un peu de production derrière, où on voyait un peu votre parcours. Ça s'est arrêté un peu du jour au lendemain. Je crois qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait le triple sauteur aussi qui était avec vous aussi, il me semble. Enfin, il y avait une vraie team. Vous entraîniez en France, aux États-Unis, un peu dans les deux, non? Ouais, c'est ça. Donc on faisait jusqu'en mars, on était en France, donc de octobre peut-être, septembre, octobre, jusqu'à mars. Et ensuite de mars, pendant 2 mois, on était aux États-Unis et on revenait juste avant les interclubs. Ok. Au fur et à mesure des années, du coup, 10-40, tu as passé aussi la barre des 10-30, etc. assez rapidement aussi. Jusqu'en 2019, on va un peu avancer dans le temps, où pour la première fois, du coup, tu es champion de France du 200 mètres. Et d'ailleurs, cette année-là, je crois que c'est Amaury qui gagne sur le 100 mètres. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Amaury à ce moment-là? Est-ce que tu le connaissais? Parce qu'on sait qu'il y a une certaine rivalité qui est née aussi entre vous, qui s'est transformée petit à petit en frères ennemis, entre guillemets, frères rivaux à l'entraînement. Où est-ce que tu le rencontres? Parce qu'on va reparler de lui par ailleurs. Mais quand est-ce que tu le rencontres et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es champion de France? Amaury, je le rencontre en 2000. J'avais vu sur les compétitions, je crois, en 2017. Mais en gros, là où on clique vraiment à ce moment-là, c'est à, je me rappelle, c'est à Portugal. Portugal. À Montegordo, ouais. On est en stage, voilà. Et la vidéo qui est sortie où je parle justement du moins de 10, c'est lui qui vient pour me dire que c'est vrai, ça a parlé, et et lui, il me dit que ça a parlé en fait de cette vidéo, mais en mal. Et des personnes. Et en gros, et en fait. Il a pris la grosse tête pour qu'il se prenne des choses comme ça. Okay. En fait, qu'il n'est pas légitime de dire ça, sachant qu'il a fait que 10, 30 ou 40. Okay. En gros, et que. Donc, du coup, c'est ce que lui vient me dire. Mais il me dit, je te dis pas qui c'est, mais c'est ce que ça a dit. Donc, de là, on est resté très proches. En fait, on est resté dans l'avion, on parlait. Et en fait, de là, et en fait, ça m'a débloqué quelque chose. Je me suis dit, OK. Alors, et j'appelle Mike et je lui dis. Et il me dit, OK, bah, on va changer tout le plan d'entraînement. Michael Anani, pardon. OK. Michael Anani, qui commençait déjà, donc l'ancien champion français de 100 hauteur, qui a d'ailleurs le record du 100 hauteur, qui est devenu ton coach entre-temps aujourd'hui, mais qui était ton coach à ce moment-là, du coup, ou c'était ton binôme de coach? 2018, c'est 2018, là. Donc 2018. Ça, ouais, 2018 à ce moment-là. Et là, c'était mon coach à ce moment-là, ouais. OK. La transition avec Anthony et Michael, on peut en parler rapidement? Ouais, grave. Ouais, comment ça s'est fait, du coup, la transition? Donc, entre 2017 et 2018, du coup. Entre 2017 et 2018, voilà, c'est ça. Et en gros, c'est à partir de là, en fait, après Anthony, que j'ai intégré le collectif relais équipe de France. Okay. C'est après ça, en fait. Okay. Direct après. Et c'est du coup, durant ces stages-là. Mais du coup, la transition, elle s'est faite comment? Anthony, on a décidé de changer parce qu'il y avait des mésententes sur certains points, on n'était pas d'accord. Donc, Mike... Donc, on l'a un peu pris de court. On lui a demandé, donc avec Yann Rapinier, Ismaël Daffé, Lucille Gournay et moi, c'est le groupe de Mickaël à ce moment-là, et Heather Arneton. On a demandé à Mickaël de nous entraîner. Donc, il était d'accord. Et il a repris du coup tout le groupe. Voilà. En fait, naturellement, il a pris tout le groupe. Il était en France à ce moment-là. Et en fait, au bout d'un mois, il a dû retourner aux États-Unis pour des raisons familiales. Parce que sa famille, elle est aux États-Unis, justement, ses enfants. Et sa femme. Donc, il a dû retourner aux États-Unis. Et après, c'est une autre histoire, mais je peux te l'expliquer plus tard. Ouais, pas de souci. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu commences à t'entraîner. Donc, tu rencontres Amaury. Il te dit que ça commence à parler un petit peu. Voilà. 2019, le sacre, le titre sur le 200 mètres. Tu avais fait le 100 mètres aussi à ce moment-là? J'avais fait le 100 mètres, mais je me suis arrêté aux demi-finales, puisque je comptais faire. En fait, mon but, c'était de faire les minima pour le championnat du monde. Sur 200? Sur les deux. Mais les conditions, elles étaient. Il pleuvait. Il faisait froid, donc je me suis dit, en fait, même si je vais faire peut-être champion de France sur 100 mètres, mais je vais être trop fatigué pour le 200 le lendemain. Donc il y avait 6 courses. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de courses. Maintenant, il y en a beaucoup moins sur le 100 mètres maintenant. Donc c'est à ce moment-là, donc déjà, tu avais déjà des ambitions de championnat du monde à ce moment-là, quand tu as fait les championnats de France. 2019, ouais. 2019, ouais, 2018, non. Avant 2018, non, pas forcément. Okay. Donc 2019, est-ce que c'est à ce moment-là que tu comprends que tu es dans le game un peu avec ce titre, ou finalement, tu étais convaincu avant ça déjà? Un peu avant. En vrai, c'est 2018, je pense que j'ai débloqué 2018, l'été 2018. C'est l'été 2018 où j'ai compris que il y avait peut-être quelque chose à faire vraiment à haut niveau. Ouais. À ce moment-là, tu vis pas forcément de l'athlète, tu n'as pas forcément de sponsor. Non. Donc tu vis un peu au jour le jour quoi, sur les saisons. Tu prends saison par saison. Ouais, c'est ça. Si c'est quand tu dis vivre, c'est côté financier? Ouais, notamment. Bah, à ce moment-là, financièrement, tu vivais de quoi en fait? De la chicha. De la chicha. Du bar à chicha que tu tenais avec. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce que du coup, on arrive du coup 2019, les minima, tu les fais pas pour les championnats du monde? Enfin, si. J'ai fait sur 200 tu les fais mètres. Sur 200 mètres? Ouais, en finale justement. Et du coup, tu participes?
au Je championnat du participe monde? au championnat du monde, ouais, Ok. sur 200 mètres. Ta première expérience, c'était Doha du coup, c'est C'est ça? Doha, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu Je suis pas prêt, j'arrive là-bas, je sais même pas comment gérer un championnat. Je tombe malade juste avant. Après Doha, c'est compliqué aussi, mettre la clim partout. Ouais. Mais la clim, ils te la mettent à fond. Donc je tombe malade, je suis avec Thomas en chambre. Aujourd'hui, ouais, je tombe malade, donc je perds du poids. Bon, là, c'est moi, j'ai été mauvais aussi. Mais ouais, du coup, j'arrive là-bas, je fais dès les séries, je sors. Ah ouais, ok. Je sors directement dès les séries. C'est compliqué, ouais, j'étais pas prêt. À ce moment-là, tes relations avec la Fédé, elles sont comment? Parce que du coup, ils t'ont Euh, sélectionné pour les championnats du monde. T'as pas forcément évolué en structure fédérale, mais est-ce qu'il y a comment déjà avoir un petit peu des tensions avec la Fédé ou pour l'instant c'est peace entre guillemets? Les tensions, elles ont commencé depuis 2018, Ok. en vrai. Exactement depuis le championnat de France 2018. Ou, non, je mens, avant 2017, pardon. Elles ont commencé en 2017, au moment où je pars avec Michael Anani. Pourquoi, en gros? Parce que quand je vais en stage à équipe de France, la première fois que je vais en stage à équipe de France, et c'est au moment où Mike retourne aux États-Unis. Donc, du coup, le groupe doit choisir où aller. Donc, les athlètes. Donc, moi, je décide de suivre Heather, d'aller avec Heather, avec Guy On Antanon. peut faire une Pardon. parenthèse sur Heather, parce que Ouais, c'est un ouais. profil. C'est un peu un mystère, hein, nous, dans le monde de l'athlétisme. Je pense que tu dois savoir pourquoi. Heather Arnauton, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'était une athlète qui était très jeune, qui faisait du saut en longueur, qui très rapidement, on fait une parenthèse d'une minute là-dessus, mais Ouais, non. qui a réussi à avoir des performances presque au niveau mondial sur le saut en longueur. À ce moment-là, tu la connais très bien, tu la côtoies, tu la vois évoluer. Comment, à l'entraînement, comment tu t'expliques un peu ce... j'ai pas envie de dire descente aux enfers, parce que ce serait... Voilà, mais ce talent un petit peu gâché, hein, que la plupart aujourd'hui ne reconnaissent. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision, ta version de l'histoire? Moi, j'ai toujours été en plein dans l'inside, que ce soit, T'étais en plein dedans. voilà, que ce soit avant et même pendant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une gamine, en gros, pas au sens péjoratif, hein, une gamine, Oui, non, mais littéralement. voilà, qui est bourrée de talent. Donc, à l'entraînement, elle te faisait mieux que ce qu'elle faisait en compétition. Elle faisait 7 mètres. Elle passait 7 mètres. Elle passait 7 mètres à l'entraînement? 7 mètres à l'entraînement. Et tu vois, c'est là où tu te dis qu'en vrai, son longueur, c'est pas comme la course où tu te dis, tu fais des estimations. Là, tu sais que là, tu as passé les 7 mètres, tu vois. C'est clair. C'est le sable, quoi. Tu comprends? C'est les centimètres, quoi, ça se mesure. Voilà, exactement. Et au final, après ça, c'est là où donc Mike décide de rentrer aux États-Unis. On l'amène avec Antanon, Guy Antanon. Donc il y a plusieurs choix à ce moment-là, Teddy Tango, etc. Donc il décide d'aller avec Guy Antanon. Pour moi, c'était pas le meilleur choix à ce moment-là parce que pas du tout. C'est un coach de sprint. Il peut dire qu'il a eu des sauteurs en longueur, mais pour une personne comme ça, je pense que c'est pas le bon. Et aussi par rapport à la technique d'entraînement, la manière dont on l'entraîne. Philosophie, c'était pas la bonne pour moi. Donc il va là-bas et en fait, elle s'est beaucoup blessée. Donc il voulait en faire une Christine Aron. Donc il a mis sur le sprint plus que sur la longueur. Il y avait Robert Emiam aussi, un coach de longueur qui l'a coaché. Mais bref, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, dès ce moment-là, il lui a fait prendre beaucoup de poids, puisqu'elle a commencé la muscule. Elle faisait pas de muscule. Elle a commencé la muscule. On sait lourde. que Guy, il a une méthode, une approche de l'athlète qui est quand même très portée sur la musculation. On sait que Jimmy, il a des records sur les squats et sur la presse qui peut porter une Twingo, je pense, sur ses épaules. Et du coup, pour toi, l'explication, c'est ça. C'est peut-être une mauvaise orientation, un mauvais encadrement. Ok. Clairement. On ferme la parenthèse. On revient du coup sur les tensions avec la Fédé. Tu disais, ça commence à peu près en 2017, au moment où tu as le choix de repartir avec Michael aux États-Unis. C'est quel côté de la El Paso, Texas. El Paso, Texas. Sud, ouais. Ou revenir en France. En gros, c'est ça un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, ou revenir en France. Donc, quand Mike décide de partir, je décide de revenir en France. Enfin, de rester en France et d'aller avec... je sais plus, avec Guy Antanon, justement. Sauf que la Fédé refuse. Donc, le staff de la fédération refuse par rapport à mon niveau. Refuse que tu partes. Que je parte. Mais tu étais majeur à ce moment-là. Non, pardon, non, que je rentre à l'INSEP. Ah, que tu rentres à l'INSEP. Ils refusent que tu rentres à l'INSEP. Voilà, on me refuse de l'INSEP. Pour des raisons de performance, pour des raisons de... T'étais pas assez fort pour... T'étais pas assez fort, ok. Donc, Tu rigoles? Non, mais parce que c'est fou, là, sérieusement. C'est pas fou à ce moment-là, non. C'est que ce qu'on fait maintenant, par rapport à ce qu'on me dit, ce qu'on me reproche, dans le sens où
Moi, j'ai voulu aller à l'INSEP à ce moment-là. Tu as voulu aller à l'INSEP, Oui, tu l'as exprimé ton envie d'aller à l'INSEP et on t'a dit non, Mamadou, tu n'as pas le niveau nécessaire requis pour rentrer à l'INSEP. Ok, très clair. Très clair. Michael Anani a continué à appeler donc, des personnes de la fédération et pour aller dans d'autres pôles. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé. Parce que c'était quoi les conditions pour entrer à l'INSEP à ce moment-là? C'était les minima mondiaux? C'était moins de 10? Tu te souviens les raisons qui t'avaient été données à l'époque? Pas trop? Non, c'était juste, je pense, par rapport au niveau général. Et je pense que. Je vais dire une bêtise, mais peut-être que c'était moins de 10-30 et je faisais pas moins de 10-30. Ouais, ok, d'accord. Il y avait peut-être une barème et tu n'avais pas respecté. Et je le comprends. En plus, c'était senior, c'est ça aussi. J'étais senior, ouais, c'est ça. Savoir que dans l'athlétisme, quand tu es senior, je dis pas qu'on croit plus en toi, mais il y a ce truc-là où on va beaucoup plus mettre le pari sur un espoir, un cadet, un junior. Et que dès que tu es senior, on se dit il lui reste plus beaucoup d'années. Personnellement, et vous le savez, je le dis souvent dans mes vidéos, on peut performer, on le voit chaque année au niveau des championnats du monde. On a des personnes qui performent jusqu'à plus de 30 ans, 35 ans. On a vu même Kim Collins battre son record à 40 ans. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc à ce moment-là, du coup, il te refuse l'accès à l'INSEP. Et donc, du coup, tu décides de partir avec Michael Anani à El Paso, au Texas. C'est ça? C'est ça, exactement. Okay. C'est ça. Et il n'y a pas que l'INSEP, il y a aussi Laurence Billy, donc dans le sud, qui a refusé. Ok. Et donc au final. La coach de Teddy Tango, c'est ça? L'ancienne coach de Teddy Tango, voilà. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, je décide de partir. Donc, voilà, je décide de partir. Je vais aux États-Unis et ça se passe bien, au final. Ça se passe hyper bien. En fait, je n'avais pas cette option-là de base. Donc, après, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller avec un coach par défaut, ici en France. Donc, si je dois partir, autant que je parte aux États-Unis. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais. Le choix, il est peut-être compliqué au début, mais avec Yohan, on s'est quand même chauffé et on est parti. Vous êtes parti à deux, du coup, c'est ça? On est parti à deux, ouais, c'est ça. Ok, et du coup, tu vas là-bas. Bon, tu as la chance de connaître Michael déjà un petit peu, donc il y a des relations qui sont déjà créées. Ouais. Mais tu es hébergé par qui? Comment c'est financé? Est-ce qu'il y a des. Enfin bref, si tu veux en parler un petit peu aussi, parce que ça... Non, avec Yohan, il était sponsorisé par Nike, donc avant un peu ça, donc il avait quand même de l'argent de côté. Ouais. Moi, j'avais de l'argent de côté aussi par avec rapport ton business, ton activité. Ouais, ok. Voilà, et le chat tournait toujours aussi. Du coup, voilà, Donc tu pars là-bas en étant serein, on va dire, sur ton bagage financier pour au moins financer ta carrière sur une saison, par exemple. C'est ça. Donc on prend un appartement. Donc voilà, c'est ça. Pour l'instant, je me dis, je vais voir cette saison comment ça se passe. Mais j'avais pas de doute en fait que Mike, c'était pour moi la personne qu'il me fallait. Il savait comment te parler, il savait comment t'entraîner, il savait. Incroyable. Le gars, il te fait passer des messages tellement logiques. En fait, ça te paraît compliqué quand par exemple d'autres personnes te l'expliquent et lui te le fait passer tellement logiquement que tu percutes direct. Et c'est pour ça que j'ai décidé avec lui, c'était que même quand j'étais avec Anthony, lui, il m'aidait beaucoup en fait dans le. Tu le considères comme un mentor un petit peu aujourd'hui? Ouais, clairement, c'est le mentor. Ouais. Honnêtement, clairement. Donc 2018, tu commences à t'entraîner avec lui. Entre 2018 et jusqu'à 2019, où tu deviens, comme on l'a dit juste avant, champion de France du 200 mètres. Tu fais tes championnats du monde, ça se passe pas très bien, mais après tu sais qu'il y a les JO l'an d'après à Tokyo, ça a été décalé, Covid, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta saison 2020 et surtout 2021? 2021, c'est ta meilleure saison. Tu fais un 9,97 trop vanté à la chaux de fond, il me semble. 10,04 régulier. Tu es régulièrement entre 10,15 et 10,0. Je mettrai ton bilan à l'écran, mais tu fais 20,10 aussi sur 200. À ce moment-là, tu penses aux Jeux Olympiques de Tokyo fort? Ouais, clairement. Ouais, là, c'est l'objectif. Tu peux nous raconter pourquoi tu t'envoles cette saison? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as compris des choses à l'entraînement? Est-ce que c'est juste pour toi la conséquence de tes années de charbon qui ont payé en 2021? Comment Pour moi, le travail de 2021, c'est le travail de 2020 aussi. En fait, 2020, l'année Covid, je pense que c'est là où j'étais peut-être le plus fort à l'entraînement. Okay. Je pense. En tout cas, je pense que c'était c'était le moment où j'étais le plus fort. Parce qu'il y avait beaucoup moins de... Déjà, il y avait... Je sais pas, mais en gros, déjà, il n'y avait pas les histoires, toutes les histoires qui ont suivi. Et donc, j'étais beaucoup plus focus. Et je sais pas, il y avait quelque chose que j'avais compris, c'était une bonne continuité, donc j'étais bien jusqu'à ce que le Covid il arrive et que du coup ça casse un peu la dynamique. Le rythme, ouais. Donc en 2021, j'arrive assez fort dans la saison pour pouvoir, donc par rapport à l'année d'avant en fait qui avait précédé. Donc je pense que c'est 2020 qui m'a préparé pour 2021. Pour 2020, donc 2020 le travail, du coup tu es resté à El Paso, c'est le travail un peu de l'ombre qui t'a vraiment... Tu bossais beaucoup là-bas? T'es un vrai bosseur? T'es connu pour être un bosseur quand même dans le monde de l'athlète. Déjà, les sprinters sont connus
pour être des bosseurs, parce qu'on est des personnes qui s'entraînent beaucoup. Il y a des personnes qui font du bi-quotidien toute l'année et qui vont s'entraîner 10 à 15 fois par semaine. Enfin, c'est des trucs de taré mental. Toi, particulièrement, on te connaît quand même pour ce côté un peu charbon. Tu aimes beaucoup mettre en avant ce personnage-là sur tes réseaux. C'est fondé, je pense. Tu es quelqu'un qui bosse beaucoup à ce moment-là. Du coup, entre 2019, 2020, 2021, c'est vraiment des années de charbon. Ouais, en fait, moi, honnêtement, à ce moment-là, j'étais revanchard de plein de choses. Allez, je vais faire une parenthèse de 2-3 minutes. Quand j'arrive en 2017 et que je décide d'aller avec Mickaël, donc, par exemple, en fait, quand je décide d'aller avec Mickaël et que je reviens en 2018, je fais les minima, quand je rentre en France, dès l'une des premières courses, je fais 10-14. Les minima, je crois, c'est 10-15 pour les championnats d'Europe. Donc, je me qualifie pour les championnats d'Europe et je fais ça plusieurs fois. Le chrono, je le répète plusieurs fois, je ne sais plus. Et en gros, au championnat de France, donc les critères, c'était podium, régularité et minima. C'est ce que j'ai fait. Tu as fait les 3. J'ai fait les 3. Et au final, lors des championnats de France, après le championnat de France, on me dit c'est bon, t'es pris, etc. à l'oral. Et la liste, elle sort. Et en fait, mon nom, il n'est pas dedans. Donc, il y a sur les championnats d'Europe de 2018. De 2018. 2018, voilà. Le championnat d'Europe, c'était à Berlin, je crois. Donc, en fait, là, on sort déjà. Et il n'y a que des personnes de pôle à ce moment-là. Et je commence à comprendre les choses un peu plus. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je ne suis pas avec le bon coach. Peut-être que... Ça, c'est la première chose. Donc, je me dis, OK, je vais revenir plus fort l'année d'après. Je vais faire les minima et c'est mort. Et c'est là où... être indiscutable. Ah, là, exactement. Ouais. Indiscutable. Je vais faire champion de France, les minima. Et en fait, pour moi, on ne pourrait pas me contrôler. Pas débattable. Ah, là, exactement. Ouais. Et c'est de là où je pense que j'ai développé ce côté un peu charbon, vraiment, vraiment charbon. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais que tu étais un peu l'antagoniste est-ce que tu te sentais... Non, pas du tout. Non. Et moi, à ce moment-là, je suis en bon terme avec tout le monde. Okay. Que ce soit les coachs, que ce soit tout le monde. C'est juste... Non, ne me faites pas ça. Tu avais là, tu es en train de voler. Incompréhension, en fait. Ouais, là, je comprends pas ce qui se passe. Okay. Donc, tu m'entends pas. Tu m'entendais pas en 2018, tu m'entendais pas en 2019 faire de vagues ou quoi que ce soit. Du coup. J'étais pas dans l'athlétisme à ce moment-là, mais peut-être que les gens diront. Je sais pas. Là, tu m'entendais pas dedans. Du coup, 2019, je vais pas laisser le choix et c'est là où je fais les minima, donc le standard de qualification et. Je sais plus. Et la place, je gagne le championnat de France. Okay. Voilà. Donc, je pars à Doha. Ouais. Voilà, je pars à Doha. Ouais, donc indiscutable en 2019, il décide de t'envoyer sur le 200 mètres. C'est ça. Et sur 4x100 aussi. Et sur 4x100. Sauf que là, on continue encore. Je suis premier français, je suis le plus rapide au bilan, etc. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On fait rentrer, on sort de la finale. Pour la finale, pardon, on se qualifie. On se qualifie en série. On se qualifie en finale sur 4x100. Voilà. Et on ne te fait pas courir la finale. Et on sort, voilà, on ne fait pas courir la finale. On me dit que... Et je la prends où? Sur l'équipe, je crois. Donc, je me réveille et je vois sur l'équipe, on m'envoie des messages, on m'envoie l'article. Je vois que je vais être remplacé par Christophe Lemaître. Okay. Là, je n'ai pas compris. Je suis désolé. Je suis champion de France. Comment tu veux sortir le champion de France? Et au-delà de ça, les chronos à l'entraînement et les chronos qu'on faisait, j'étais hyper en forme. Hein, okay oui, donc en gros, pour toi, c'est une incompréhension totale. Je comprends pas. Pourtant, Christophe Lemaître, c'est pas quelqu'un qui est en structure, en pôle. Ouais. Quelle est la raison qui t'est donnée à ce moment-là? On décide de faire passer Christophe Lemaître. On te donne une raison? On me dit, on va mettre l'expérience, on va faire parler l'expérience. Okay. Et là, je dis, avec tout le respect que j'ai pour Christophe, aujourd'hui, en termes de vitesse, moi, peut-être mon 10e chrono, c'était son meilleur chrono de la saison. Okay. Donc, quand tu compares, tu mises pas sur l'expérience à ce moment-là. À ce niveau de... C'est des choix tactiques, effectivement. Sur des, j'étais pas le sélectionneur à ce moment-là, donc je peux pas forcément parler. Effectivement, pour un sélectionneur, il y a la notion de vitesse. Enfin, si tu veux battre, on sait que si tu veux battre le record de France, si tu vas atteindre un podium, c'est bien d'avoir des beaux passages et de l'expérience, mais il faut quand même une base de vitesse solide. Et donc, à ce moment-là, tu comprends pas. Et c'est à ce moment-là où tu commences à... Ouais, vas-y, je te coupe. Surtout qu'on fait le 2e meilleur temps de tous les temps en France, en série. En série. En série. Tu comprends, de tous les temps. Sachant que le chrono d'avant, c'était l'ancien record du monde. Donc, tu te rends compte du truc un peu. On te sort, or que tu viens de faire la 2e meilleure perf. Il y avait Jimmy, Michael, Amaury et moi. L'équipe, elle est solide. Ouais, grosse équipe. Et tu me sors.
Bah, bref, après, voilà. Après, du coup, je Ok, comprends pas. donc à ce moment-là, quand même, si t'en parles, c'est que ça commence à nourrir en toi un sentiment d'exclusion presque. Ouais. Tu te dis, ok, je comprends pas, moi je fais les choses de mon côté, je fais tout bien. Mhm. Et on me sort un petit peu une fois, deux fois. Mhm. Donc tu arrives en 2021, Mhm. tu fais une grosse saison, honnêtement, une de tes meilleures saisons, tu es hyper régulier. Tu fais 9 pour la première fois aussi, tu fais 20-10. T'es pas sélectionné aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'y attendais? Bon, bah non, en gros, je T'es m'attendais. sélectionné sur le 4x100, je crois. Ouais, c'est ça, je suis sélectionné sur 4x100. Donc, pendant ma saison, j'ai un plan de compétition à suivre. Ouais. À ce moment-là, au moment où j'allais faire la compétition qui était prévue, la Fédé m'appelle. Donc, Mehdi Bala et je crois Anthony Lasserve me demandent de courir au championnat d'Europe par équipe. Où ils faisaient vraiment. Donc, championnat d'Europe par équipe, ou de représenter, donc d'être représentant sur 100 mètres. Donc, à ce moment-là, je me dis, moi, c'était pas prévu. Dans ta saison, c'était pas prévu. C'est pas Parce prévu du qu'on tout. sait, les gens peut-être qui connaissent pas l'athlétisme, une saison en athlétisme, c'est pas comme une saison de foot ou de basket. Tout est tout est millimétré au niveau de l'agencement, des cadencements des compétitions pour atteindre un certain pic de forme à un moment T de l'année, de la saison. Et rajouter des compétitions au sein d'une saison, pour un athlète, ça peut être, même rajouter des déplacements, ça peut être ultra fatigant et on peut le payer plus tard en blessure ou en fatigue en compétition. Exactement. Je clôturerai, mais vas-y. Voilà, merci, je te remercie. Du coup, on demande de changer, que je change mon plan au dernier moment un peu. Et là, je refusais. Il y a plein de gens qui ont refusé. Et moi, ils veulent pas trop accepter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils me disent, tu sais, on comprend, parce qu'en fait, je vais aller dans un endroit où il faisait, je crois, 30 degrés pour aller à la compétition, donc le championnat d'Europe par équipe, où il faisait 8 degrés, c'était en Pologne. Ouais. Et ouais, c'était pas terrible. Donc, moi, mon objectif de minima, il était là-bas. Donc, pour les minima, pour les Jeux Olympiques, il était prévu, le pic de forme, il était prévu à ce moment-là, à la compète qui remplaçait donc les championnats. Sur 100 mètres? Sur 100 mètres. Ok. Voilà. Et non, carrément, j'avais les deux. Tu visais les deux, tu visais 100 et 200 dans cette compétition. 100 et 200. Tu te souviens la ville à peu près? Non, c'était où? En Europe? En Europe, ça me va comme réponse. Est-ce que c'est pas en Espagne? Je me rappelle plus c'était où, faut que je vérifie, je sais plus. C'est pas, en quelque part en Europe où il fait chaud, quoi. Ouais, c'était parfait. Et au final, ce qui se passe, c'est que je décide donc de repartir. Non, qu'est-ce qu'ils me disent? En fait, l'argument, c'est si tu viens, les critères vont changer pour ceux qui... Ils vont ajuster, prendre ça en considération dans le choix de la sélection. La sélection. Okay. Donc, en gros, il faudrait que tu fasses... Donc, tu auras juste à faire partie des 30, et puis c'est bon, tu pars. Donc, des 30, top 30 à la liste, ouais. Je sais plus quoi. OK. Et OK. Donc, je dis, c'est sûr? On me dit oui. Certain. OK. Donc, à ce moment-là, je décide de partir. J'y vais, je gagne en plus. Ouais, en 10-28, je crois. 10, ouais, chrono anecdotique, étant donné les conditions de la compétition. Mais du coup, tu gagnes. Je gagne, ouais. Ouais, il y avait un peu de ton premier titre international à ce moment-là, même si c'est une Coupe d'Europe par équipe. Voilà, mais tu prends quand même. Ouais, clair. OK. Et du coup, raconte-nous, à ce moment-là, pour les sélections, les championnats de France arrivaient juste derrière, c'est ça? Championnat de France, ouais, je crois. Ouais, c'était avant le championnat de France. Ouais, c'était avant le championnat de France. Du coup, il y a les championnats de France. J'y vais, je fais le 100 mètres et le 200 mètres. Les conditions, elles sont compliquées. Il pleut, il fait froid, on a rangé. Donc, je gagne. J'avais gagné le 60 mètres, je gagne le 100 mètres, je gagne le 200 mètres. Donc, je fais le triplé, je suis content. Voilà. Pour la première fois, triplé. Première fois, ouais. Et au final, donc, ce qui se passe, c'est qu'on me dit là c'est bon et tout, c'est bon, donc c'est bon, etc. La sélection sort. Je suis à Stockholm. Et ouais, je suis pas dedans. T'es pas dedans. Non, t'es pas dedans. Je crois qu'on prend Jimmy sur le 100 mètres. Ouais, mais sur le 100, sur le 200, t'es pas dedans. Je suis pas dedans. Pourtant, tu pensais y être à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Je suis deuxième européen au niveau des minima. Je suis proche mais vraiment proche. Hein. Et par contre, je suis dans le top 30. Donc, donc il t'avait respecté les conditions qu'il t'avait données en off presque. Voilà. Il y avait pas, c'était en off. C'était en off. Okay. C'était en off. Et j'ai, à ce moment-là, donc je discute avec Mehdi Bala et Rousseau, à ce moment-là, je ne sais plus son prénom, mais Rousseau, c'était le DTN. Qui me disent, expliquez-moi le choix, parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, on me dit, non, mais tu ne remplissais pas les critères. Tu rigoles. Et après, donc, Mehdi Bala me dit, prouve-moi, si tu arrives à montrer que tu es dans les 30, là, par contre, on te prend, désolé, c'est qu'on a fait une erreur. On a peut-être fait une erreur, etc. Clairement, je l'avais par message. De là, je décide, disons que je demande aux gens autour de moi de vérifier aussi. Je me suis dit peut-être que je me suis trompé. J'étais, je crois, 25, 26. Okay, et je crois que c'était le top 24 qui partait. Donc j'étais 25 ou 26. Et de là,
je lui montre la preuve et il me dit ah ouais en effet bon bah du coup appelle Olivier Rousseau, je sais plus comment il s'appelait, Florian Rousseau et il va gérer avec toi. Il répond pas, plus personne ne répond, plus personne. Et là je me suis dit là ça fait championnat d'Europe. On veut t'écarter. C'est le sentiment que tu te dis à ce moment-là. Et ouais, je suis deuxième européen. Il y avait les conditions. En plus, tout le monde voit que je fais. À Angers, on sentait qu'il y avait. Tu avais quelque chose dans les jambes et qui. Okay. Incroyable. Toute l'année. J'ai moins 2 de fan face toute l'année. Je fais des chronos. Petite parenthèse, Mohamedou, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les critères de sélection de la Fédération française d'athlétisme sont trop durs? On va parler uniquement du 100 mètres et du 200 mètres, parce que le reste, on ne va pas en parler, c'est moins ton sujet. Est-ce que tu penses que les critères de sélection sont trop difficiles et ne permettent pas à certains talents de s'exprimer sur la scène internationale? Ils sont beaucoup trop durs. Ils sont beaucoup trop durs parce que quand tu regardes, c'est en fait, à partir du moment où tu fais les minima sur 100 ou 200, tu es soit deuxième, soit troisième meilleur sprinter français de tous les temps. Donc en fait, on te demande juste d'être deuxième ou troisième meilleur sprinter de tous les temps. En fait. Là, on te demande même pas juste d'être bon pour pouvoir être compétitif. Là, on te demande d'être l'un des meilleurs Français, ce qui est en soi logique parce que c'est le but de tout le monde. Mais par contre, derrière, ce que tu vas laisser en plume, demain, tu vas essayer de le faire le plus tôt possible. Demain, tu le fais dans un meeting à 1 mois des France, tu es cramé. Peut-être pour toute la saison. Parce que ce que tu laisses, ton corps, il a jamais connu ces vitesses-là, ces cadences, etc. Du coup, tu laisses trop. Et en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que derrière, tu peux pas aller en compétition pour voir et prendre l'expérience de la compétition, que ce soit... Parce que tu peux aller pour le relais, tu n'auras jamais l'expérience de l'individuel. Et ça, tu peux pas la rattraper, en fait. Une saison, elle passe. Tous les Allemands, ils y sont. Tout ce qui est hollandais, ils y sont. Les pays de l'Est, ouais. Les pays de l'Est. Ouais. Et du coup, ils prennent de l'expérience sur toi, même s'ils sont beaucoup plus jeunes. Ils ont peut-être 3-4 championnats d'avance sur toi. Et toi, quand tu arrives à maturité, entre guillemets, ben là, du coup, OK, tu as accès au championnat. Mais le problème, il est que les minima, ils sont beaucoup trop élevés. Beaucoup trop. Je rappelle, du coup, pour la fédération, les raisons qui sont données, en général, c'est pourquoi les critères sont aussi élevés. Souvent, c'est pour des raisons de budget. Pour des raisons, il n'y a pas d'ordre pour les raisons. Souvent, ils disent que c'est pour ne pas dénigrer le maillot français, pour qu'on garde ce maillot français qui fasse peur à l'international et que quand tu as le maillot français, tu vas être dans le top, quoi, concrètement. Et le troisième, c'est pour éviter les touristes. Ça, c'est un critère qui n'avait pas été énoncé, on va dire, dans les lignes. Et souvent, ce qui se dit, c'est qu'on veut que les personnes qui sont en équipe de France soient là pour aller chercher des podiums, pour aller chercher des finales, des demi-finales, et pas être là, j'ai eu ma sélection, super. En général, c'est ça les raisons qui sont données. Pas forcément tu veux les commenter, pas forcément. Ouais, pour la raison des touristes, honnêtement, à partir du moment où tu fais les minima et que tu es qualifié, c'est que tu fais partie des meilleurs. Si c'est les standards de qualification World Athletics, par exemple, c'est que tu as rempli déjà quelque chose de très fort déjà. Donc, on ne peut pas t'appeler touriste. Pour moi, je parle de ce principe-là déjà. Donc, quand tu es là, c'est comme si on te dit, tu as été tellement fort, je te donne un exemple, au foot, tu as été bon toute la saison. T'es appelé en sélection pour une Coupe du Monde, par exemple. Ouais. Et au final, on dit, on va mettre à 16, okay, parce qu'on ne veut pas les 10 ou peut-être 8 autres touristes. Mais tu ne peux pas les appeler touristes. Ces mecs-là, ils ont été déjà dans le top français. Ça ne colle pas, déjà. Donc, en fait, à partir du moment où tu vas là-bas, personne ne va pour perdre. OK, il y a des personnes qui sont moins, qui ont peut-être un peu une baisse de régime, de motivation parce qu'ils sont, OK, on a eu ce qu'on voulait, maintenant on va essayer de se faire plaisir et d'apprendre, mais il n'y a pas de touristes à proprement dit. Pour moi, ça c'est une insulte. OK, intéressant comme vision. 2022, j'ai appelé ça les années noires, c'est les années qui s'assombrissent un petit peu, entre sanctions et incompréhension d'un côté de notre côté, parce que moi à ce moment-là je commence l'athlétisme. T'es un des profils qui me touche particulièrement parce qu'on a un point commun, c'est qu'on a commencé tous les deux l'athlé à 23 ans. Je te regarde courir, je regarde Amaury, je crois même qu'on peut retrouver des messages que je vous ai envoyés à cette époque-là, quand je commence l'athlétisme. À partir de 2022, il y a une trajectoire qui est différente. Des manquements de localisation, tu t'en prends aussi publiquement à la FLD en accusant d'injustice et en mettant en avant des dysfonctionnements techniques. Dans un enregistrement diffusé sur les réseaux aussi, tu laisses entendre qu'il y a potentiellement un complot autour de toi. Enfin, tu n'utilises pas le mot complot, enfin si, je crois que tu l'utilises par ailleurs. La FLD dément en rappelant que sa suspension qui t'est proposée repose sur des éléments concrets, etc. Bon, déjà, avant de rentrer dans les têtes et tout ça, quand tout s'effondre, entre guillemets, ces contrôles, ces procédures, toi, qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta version
de l'histoire, à partir de 2022, qu'est-ce qui s'est concrètement passé dans ta vie de sportif, bien sûr. Ok. Ça va pas être long, mais ça va être... Vas-y, t'inquiète, on est là pour ça, de toute façon. 2022, donc 2021, je décide de partir avec Dennis Mitchell aux États-Unis. M'entraîner, c'est le coach de Sha'Carri, le coach de Justin Christian Coleman, Gatlin, voilà. maintenant. Du coup, forcément, ça fait parler. Donc on rappelle, parce que tu signes à ce moment-là avec Nike. Ouais, c'est ça. Et Dennis Mitchell a un accord aussi avec Nike. C'est la team Nike voilà. aux États-Unis. Il y a la team Adidas du côté de Clermont et la team Nike du côté de Dennis Mitchell. C'est ça, exactement. Du coup, je suis avec Nike en équipementier, donc je suis signé chez Nike. Donc, ce qui se passe, c'est que logiquement, le groupe dans lequel je vais aller, ce sera un groupe Nike. C'est le meilleur coach Nike du moment. On peut même dire que c'est le meilleur coach sprint aujourd'hui en termes de résultats, notamment chez les féminines. Il n'y a pas eu de résultats aussi forts pour un seul coach. C'est vrai. Voilà, c'est pour le coup, pour moi, c'est Michael Alani, mais pour voilà. Et du coup, je décide d'aller là-bas par rapport au. J'étais tout seul en fait en tant que sprinter avec Michael, donc je décide d'aller avec Dennis Mitchell. Pour avoir d'autres sprinters avec toi. Voilà. De la concurrence ou des choses comme ça. Un entraînement, ouais, j'avais besoin de ça. Donc je pars et en fait à ce moment-là, j'entends, mais je m'y attendais un peu, mais j'entends que, mais pas à ce point, je m'y attendais pas à ce point. J'entends que on commence à mettre des accusations de dopage. Parce que Dennis Mitchell, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien athlète qui a été plusieurs fois champion du monde, je ne vais pas dire de bêtises, sûrement sur le 200 mètres et 100 mètres aussi, et qui a eu des accusations même fondées. Enfin, il a été contrôlé positif à certains produits et il a été banni notamment de la fédération à l'époque. C'est ça. Donc, donc ce que je voyais beaucoup, c'est s'il décide d'aller avec lui, c'est qu'il est aussi bizarre, mais tous les meilleurs sprinters sont là-bas. Nike l'a validé. Je ne comprends pas pourquoi en fait on retient que le fait qu'il ait été dopé pendant sa carrière. Voilà, sachant que je sais pas. Moi, je décide de partir avec lui. Je passe les détails. Je pars avec lui et donc je pars avec lui au mois de janvier. Janvier 2022. Janvier 2022, merci. Après les JO. Juste après les Jeux, voilà. C'est ça. Donc à ce moment-là, j'étais dans ma meilleure forme. Tu avais fait la meilleure saison de ta vie, etc. Voilà, c'est ça. J'avais fait 9,97 trop vanté, etc. Tu avais fait 10-0 plusieurs fois. 10-0 plusieurs fois, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en janvier, je reçois un appel donc de 2 personnes, sans savoir que ces personnes m'appelaient, 2 personnes différentes, donc d'athlètes, qui me disent attention, j'ai entendu, donc ils s'entraînent avec des coachs fédéraux, vraiment, et 100%, qui me disent j'ai entendu qu'il y a on va dire un plan sur toi pour essayer de te coincer par rapport au fait que tu sois parti avec des Mitchell parce que ça fait une mauvaise pub en gros à l'athlétisme français. Du coup, c'est on va essayer de te faire tomber. Le mot qu'on sort, c'est ça. Sur la vie de ma mère, c'est ce qu'on sort, ok ?